vraiment ça. Ça, c'est pas mal. Tu vas voir Zemmour, tu fais... Vraiment, t'es con, Rubempré, il est ce mec, c'est pour lui que tu te prends, mais tu vas terminer en prison, suicidé. Maintenant, je peux faire une mauvaise action. Non, ça fonctionne pas comme ça. Nardine mouche, nardine bébête. Les gens, ne cherchez plus Jésus, les évangélistes là, tout ça. Non, le retour. Pardon, la blague, elle a duré trop longtemps. Attends, et viens, on fait une impro comme Opa. Vas-y. Bah commence alors. Mais du coup, il faut que genre je marche vers toi et je marche agressivement. Ouais. Attends, comme ça. Salut les amis, on est ici à Ménilmontant et on va ensemble découvrir le quartier de Ménilmontant, bastion de la commune. Et je suis avec Ilyes, tchiki yeah, t'as un truc à dire? Salut, ouais. Est-ce que tu savais qu'à Ménilmontant, il y avait un truc qui s'était passé? Bah, c'est la commune de Paris et que c'est top 7 et pas 7ème des meilleurs événements politiques de Paris? C'est incroyable. Et voilà, et on revoit Cassandre et Pacôme parce que Pacôme va nous faire une visite et nous on va l'embêter tel des zigotos. Oui. Vous allez checker, c'est le meilleur épisode, ça arrive tout de suite. Ciao. Alors, comment on lance le... Il va falloir parler fort. Alors en fait, moi je voulais qu'on se retrouve ici, là, devant l'église, sur cette place Maurice Chevalier, l'église de Ménilmontant, Notre-Dame de la Croix. Parce que là, quand ils le disent, mais de façon très arrangeante pour les autorités, donc c'est l'église où, lors de la Commune, elle a été transformée en club révolutionnaire et ils y ont voté la condamnation de l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. Et en fait, c'est un cas assez particulier. C'était un des otages de la Commune, l'archevêque de Paris tout de même. Alors bon, c'est pas bien, faut pas tuer les archevêques. Hein. Ne faites pas ça, les enfants. Hein. Vraiment, mais ils disent pas tout là-dessus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que juste le soir même du début de la Commune, c'est-à-dire il y a eu une agitation la veille du 18 mars. Donc la soirée du 17, Thiers a fait arrêter les gens les plus dangereux à son avis parce qu'il sentait que ça allait barder, parce qu'il allait récupérer les canons. L'histoire a commencé pas ici mais à Montmartre. Allez voir l'épisode. Allez voir cet épisode sur Montmartre. La Commune, ça a commencé avec les fameux canons que les Parisiens avaient fait construire eux-mêmes, pour se défendre contre les Allemands lors de la guerre débile lancée par Napoléon III. En gros, tiens, on se faisait une petite guerre comme ça. Ça calmera la foule parce qu'il y avait beaucoup d'agitation populaire. Ouais. Donc il a lancé une guerre de cons en disant c'est la guerre, alors tous unis. Et en fait la guerre est tournée à l'avantage des Allemands, pas du tout des Français. Et les premiers à en pâtir, c'était les Parisiens. Et les Parisiens, eux, ils voulaient pas céder, ils voulaient continuer la guerre. Oui. Sauf que Thiers et Bonaparte, eux, ils étaient prêts à livrer la Lorraine et l'Alsace en mode on s'en fout, c'est pas grave. Et en même temps, ça les arrangeait un peu parce qu'ils voyaient qu'il y avait des soulèvements populaires dans les métropoles et surtout à Paris, quoi. Oui, c'est une période qui est vraiment pas du tout à l'honneur de la classe politique française. Quelle surprise. Mais je crois que Thiers, en plus, il avait un parti, c'était le parti des honnêtes gens. Oui. Je crois Bah oui, comme Retailleau. Comme Retailleau. Je sais plus si c'était un nom de parti, mais ce qui est sûr, c'est que c'était le nom qui donnait aux gens qui l'entouraient, comme Retailleau, oui, les honnêtes gens. Ce qui est vraiment un truc répugnant. Ouais, les honnêtes gens pour Thiers, c'était les notables, quoi. Oui. Qui voulaient pas brusquer. Et en fait, depuis, normalement, quand on parlait des honnêtes gens, on savait qu'on parlait des salopards. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, Retailleau le ressort comme c'était... oui, c'est en mode respectable, les bons travailleurs qui se taisent et qui courbent les chines. C'est comme s'il disait la France des bourgeois. Ouais. Les bourgeois avec moi. En fait, ce qui manque, donc il a arrêté Blanqui, parce que Blanqui c'était la figure la plus extraordinaire, la figure subversive la plus extraordinaire du 19e siècle. Pendant 1830, 1848, etc., c'est lui qui a organisé les plus grosses insurrections. Il faisait très peur, il a été presque toute sa vie en prison. Et là, il était sorti depuis un moment, il faisait rien. Hein. Là, on l'a arrêté, c'est une arrestation préventive. C'est-à-dire, ce mec-là, ça va être la merde. Donc, ils ont arrêté Blanqui. Et comme parmi les communards, il y avait une bonne proportion de blanquistes, ils ont demandé la libération de Blanqui. Et ils ont dit, votre archevêque de con, là, contre Blanqui. J'en peux plus de la clarinette. On va essayer de terminer de raconter l'histoire. En fait, Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, c'était une monnaie d'échange, c'était un otage.
Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'est faire libérer Blanqui, parce que la veille du début de la commune, c'est-à-dire le 17 mars, commune commençant le 18 mars, lorsque les cons de Thiers sont allés chercher les canons, Thiers a fait avant enlever les personnes les plus dangereuses, à son avis, qu'il pouvait y avoir. Et parmi celles-ci, il y avait Blanqui, qui était une des plus grandes figures subversives du 19e siècle. Ok. Ok, et oui, on est là. Et c'est eux qu'on lance. Je pense qu'ils font exprès. Il fait exprès pour gâcher notre truc. On est d'accord que c'est les blanquistes un peu qu'on demandait en plus le drapeau rouge et qu'on déclarait la commune, quoi. Et la commune, c'était pas pour communistes, mais c'était aussi pour un truc de communauté, faire commun. Oui, il y avait plein de raisons, mais ça rappelait même la commune de Paris sous la Révolution, puisque c'est comme ça qu'on appelait le peuple politisé, quoi, qui s'était engagé, qui s'était investi dans la Révolution. Ok. C'est une vieille histoire de la commune, quoi. Ok. Il y a certainement plusieurs raisons pour lesquelles la commune s'est appelée la commune. Mais la commune était composée de au moins 3 tendances différentes, si c'est pas plus. Il y avait des blanquistes. Il y a républicains. Il y avait des républicains, des anciens robespierristes, etc. Des républicains, il y avait des blanquistes. Et il y avait des libertaires, il y avait des anarchistes. Ok. Ah, les fans de Proudhon, là ? Ou ça n'a rien à voir? Si, c'était un peu des fans. Il y avait des fans de Proudhon. Proudhon. C'est un peu. Oui, Proudhon baise. Proudhon. Proudhon Je suis baise. d'accord. Proudhon hors de nos luttes. Non, mais lui, il se fait sucer en plus par les mecs de l'Action française, etc. Oui, bien sûr. C'est ça qui est une dinguerie, on en parlait. Et puis Non, même, mais lui, il était dans un bail, il était contre la révolte. Tu disais, ah oui, mais la révolte, ça ne sert à rien, il faut faire des réformes par réforme. Complètement. Oui. Mais ces histoires sont des histoires compliquées. Oui, on peut pas rentrer dans les détails. Je veux dire, tout le monde fait la NUPES à un moment ou à un autre. C'est la NUPES avant l'heure. La vallée C'était valide. une NUPES qui était belle, la commune. Ok. C'était la meilleure des NUPES. Ils ont réussi à se mettre d'accord. Ils ont réussi à pas se mettre sur la gueule. Ok. Et c'est ça qui est beau. Et donc ils ont demandé qu'on leur rende Blanqui. Et évidemment, Thiers a refusé. C'est pour ça qu'ils ont exécuté leur archevêque de con, là. Ok. C'est pas juste par plaisir de tuer un archevêque. Oui. Ça doit être, une occasion divertissante. Je demande ça aux protestants. No comment. Il n'est pas contre qu'on tue un archevêque une fois de temps en temps. Mais c'était pour des raisons très concrètes. C'était parce qu'on n'avait pas libéré Blanqui. On va par où? On va par là. Let's go. Mais on est d'accord, pas comme qu'il y a un truc quand même à Ménilmontant. Oui. C'est que ça préserve un peu l'âme de l'ancien Paris. Ah oui. Et c'est que des petites rues. Oui. Et du coup, pour faire des barricades, genre, c'est parfait. Bah, justement, moi je voulais poser la question. Oui. Le baron Haussmann fait des grands travaux, mais apparemment Ménilmontant ça n'a pas été si touché que ça. Ah, moi je sais. Vas-y, j'ai dit. Vas-y. Bah, je rigole. On m'a dit, Ménilmontant et Belleville à la base c'était pas dans Paris. Parce que à la base c'était pas incorporé à Paris. Et c'est parce qu'en fait, en 1961, t'as eu un rapport du baron Haussmann où il disait qu'il y avait plus d'1 million de pauvres à Paris. C'est juste qu'il a dégagé les pauvres du centre, il les a ramenés ici. Et avant, Belleville et Ménilmontant, c'était pas rattaché à Paname. Qu'est-ce qu'on appelle les grands travaux haussmanniens en fait? Ah oui, c'est quoi les grands travaux Parce que moi je connais les appartements haussmanniens, mais... Il a refait quasiment toute la géographie parisienne du centre, des grands quartiers et tout ça. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on appelle les immeubles haussmanniens. Ouais. Mais c'est pas seulement les immeubles, c'est les avenues, les boulevards. Il a détruit tout ce qui était petite rue dans Paris et petit labyrinthe pour remplacer par les espèces d'énormes trucs à la con là. Ok. Et donc il y a des gens qui l'idolâtrent, le baron Haussmann pour ça, et d'autres qui trouvent que ça a au contraire cassé une grande partie de Paris. C'est un truc. Typiquement, il a détruit sur la place de Châtelet, c'était plein de petits trucs. Ouais. C'est poum poum. Mais c'est quoi? Tu vois? Mais il y a même un style. C'est même aussi un style un peu colonial. Bah oui, c'est ça, moi c'est ça. Il y en a énormément. Mais juste, c'est ça qui est fou, ça représente autant un style anti-révolutionnaire qu'un style colonial. Ouais, c'est ça, parce que quand tu vas à Alger, mais même des petites villes au bord de mer, tu vois. Même genre en Amérique latine, à Buenos Aires, t'as des grands bâtiments comme ça aussi qui remettent le style parisien. Ouais, Gare de Buenos Aires. Mais c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire passer ça pour quelque chose de beau. Alors pour moi, c'est juste hideux, quoi, mais ça a fait la blague. Ménilmontant avec Montmartre, c'est quand même les deux, il y en a quelques autres, mais c'est les principaux lieux liés à la commune dans Paris. Mais parce que,
en vrai, c'est des points de hauteur. Oui. Et les points de hauteur, elles permettaient aussi à la garde nationale de voir les Versaillais arriver, c'est ça? Tout à fait. Ok. Non, en plus, la garde nationale, j'ai capté qu'aussi ils étaient révolutionnaires parce que à la base, c'était des mecs qui avaient pas de tal. On leur a dit, si tu veux gagner ta vie, la garde nationale, en fait, c'est t'y aller, on te donnait 30 sous par jour, 30 francs par jour, je crois, un truc comme ça, j'ai peur de dire des bêtises. Oui. Et en plus, on te donnait le fusil. Oui. Et ils se sont retrouvés dans la merde parce qu'en fait, à un moment, ils se sont dit, merde, il y a des pauvres Oui, avec des qui ont des fusils. Et si on demande de leur retirer, ils vont faire la révolution. Oui. Donc, de la remake de 1789. C'est ça. La garde nationale, est-ce que c'est la prolongation de cette garde de 1789? Et en fait, c'est une déformation de cette garde. D'accord. Parce que la garde de 1789, elle était justement réservée aux bourgeois. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans la garde nationale, il fallait payer ton costume et ton costume, il coûtait 75 sous. Voilà, c'est ça, je sais pas quoi, 2 mois de travail ou un truc comme ça. Le salaire à Paris d'un ouvrier était à peu près de 20 sous. Donc 75 sous, ça fait 3 mois de salaire, un peu plus. C'est ça. Donc tu oublies quoi, tu vas jamais rentrer dans la garde nationale si t'es un pauvre. Donc en fait, c'était réservé à la bourgeoisie. C'était réservé à la bourgeoisie. Logiquement à tout le monde, mais il y avait que la bourgeoisie. Et à ce moment-là, pour je ne sais plus quelle raison, est-ce que c'était lié à la guerre, est-ce que c'était avant, soudain, on a démocratisé la garde nationale. Ok. Et c'est ce qui fait que on s'est retrouvé avec plein de pauvres avec des fusils. Donc on peut de nouveau faire la révolution. Parce que dès que les pauvres ont des armes, on peut faire la révolution. Mais sinon c'est compliqué, hein. Attends, je sais plus pourquoi ils ont démocratisé la garde nationale. Il y a eu une raison, mais je sais plus laquelle, pour laquelle ils ont démocratisé la garde nationale. Et les amis, n'en voulez pas trop, j'ai pas encore travaillé. Non. C'est l'année prochaine dans le mépris. C'est bon en live, ce sera couvert. On peut garder ça, mais c'est bien juste que 6 heures pour l'Empire n'a jamais pris fin à la suite. Ça sera dans la 3e et dernière saison, il y aura un épisode de la Commune. C'est quand même une des plus belles, une des plus terribles, aussi une des plus belles histoires. Oui. Mais en fait, même dans les livres d'histoire à l'école, on t'en parle pas. Oui. À l'université, même en histoire, on t'en parle très peu. Oui. Du coup, c'est un sujet qui est investi par personne, alors que ça a symbolisé quelque chose de fort vis-à-vis, je sais pas, de la potentialité révolutionnaire. Et surtout, tu sais même pas où sont les morts. C'est-à-dire que la plupart des exécutés de la Commune, ils ont été jetés. Ah oui, c'est vrai. Dans les égouts. Mais oui, ou dans la terre, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi de... c'est tellement ignoble ce qui a été joué. On disait que les caniveaux, ils étaient jonchés de sang. Oui, c'est ça. C'était la semaine sanglante. Tout Paris était ensanglanté. 30 000 morts en une semaine. À l'odeur. Oui, bon, ça l'odeur. On va arriver à la fresque. Moi, je me demande, est-ce que le grand projet d'Haussmann, est-ce qu'on peut pas appeler ça premier truc de gentrification d'État Ah si. Ah bah ouais. Ah bah oui. C'est ça. Et penser quasiment comme une opération politique stratégique de grande ampleur. Oui. Ah oui, tout à fait. On s'était pas attaqué à Paris comme ça avant Haussmann, je crois pas. Pas avec cette idée, en tout cas, de rendre Paris inutilisable par les révolutionnaires. Ça existait déjà, les maisons des pauvres, les compagnies d'archers pour chasser les mendiants. Mais de là à faire c'est beau. Alors voilà la fresque que le street artist Question Mark a fait pour les 150 ans de la Commune, donc il y a quelques années seulement. Et elle est quand même assez impressionnante et j'aime bien le fait qu'il ait mis des mecs d'aujourd'hui. Des CRS d'aujourd'hui, quoi. Moi je les appelle les Robocop. Ouais, complètement. Avec le bloc en face. En fait, en gros, il a associé à juste titre les miliciens de Versailles aux types qui règnent aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est Bismarck, avec le casque à pointe, comme les Allemands. Et Bismarck, du coup, lui, il était à Versailles avec Napoléon III et Thiers, et qui étaient tous déflippés, qui voulaient préserver leur petit pouvoir. Thiers, il est là. Ah, c'est lui, Thiers? C'est le mec avec presque une tête à la Ruquier sur ce dessin, mais en vrai... Bon, on m'a dit que c'était un peu un ruban près. C'était un mec de province, il s'était fait draguer par une meuf qui était devenue la personne qui s'occupait de lui. C'était son mari qui l'avait placé à des lieux de pouvoir. Oui. Et c'était un mec flippé un peu. Ça veut dire qu'il flippait beaucoup pour son corps et voilà quoi. Oui. Quand ça se tapait, il fuyait un peu. Mais il était quand même intéressé par le pouvoir. Hein. Ah bah. Et il a pas lésiné, il a fait quand même des belles saloperies. Alors c'est marrant quand même comment les choses ont été associées.
aussi, c'est très étrange. Je saurais pas l'espèce de crâne. Ouais. Je saurais de la condition. J'imagine condition ouvrière, cette figure de femme là avec l'échelle l'échelle à la place du cou. Et là, on a Louise Michel. Ah bah oui. Qui est littéralement Ilyes avec une perruque. Je prends. Il y a pire qu'Louise Michel, hein. Franchement, je prends les frères. Hein. Oui, parce que du coup, la fresque a représenté aussi une palissade en bois pour représenter aussi la barricade, j'imagine. J'imagine. Ah oui, c'est vrai. Ok. C'est bien qu'il l'ait gardé, quoi. Moi, j'avais peur qu'il l'ait enlevé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les 150 ans de la commune, moi, ce qui m'avait semblé très choquant, c'est que, il est mort maintenant, mais c'était Pierre Nora, là, l'historien, éditeur, etc. Comme il n'y avait pas de célébration nationale, et on lui avait demandé qu'est-ce qu'il en pensait, il a dit « Oui, mais c'est un épiphénomène dans l'histoire de France. » Ok. Donc, en gros, Nora avait eu un propos quasi négationniste, quoi, sur la commune. C'était d'une extrême gravité. Et en effet, Macron n'a rien dit sur la commune, etc. En 2021, les 150 ans de 1861. Oui, il a dédicacé Pétain, mais pas la commune. Oui, Pétain, Bonaparte, tout ce que tu veux, bien sûr. Et qu'en plus, il y aurait des personnages intermédiaires qui ont représenté quelque chose dans la République, dans l'après-République de la Troisième. Enfin, je sais pas, il y a Gambetta, Clémenceau, qui sont des personnages qui sont moins marqués à gauche, on va dire, et qui auraient pu symboliser quelque chose pour Macron afin d'en parler, mais même ça, il l'a pas fait, quoi. Et comment t'analyses un peu ce tabou de la commune? Est-ce que c'est le tabou de quelque chose qui aurait pu être ou qui a été même tout simplement? Est-ce que c'est un tabou dissuasif, tu penses? Je pense vraiment que, en fait, comment dire, même si ils n'ont pas réussi à l'engouffrer, c'était quand même le but au départ. Une fois qu'ils avaient exécuté leur massacre, derrière, il s'agissait de plus en parler. D'abord, il y a eu les 30 000 morts, puis les exécutions, les procès, les envois en Nouvelle-Calédonie, où là, ils ont retrouvé ceux qui avaient essayé d'avoir l'indépendance en Algérie. Voilà, et ils se sont retrouvés sur les mêmes bateaux. La commune et Alger vont en bateau. Ça rejoint ce qu'on disait sur le style haussmannien. Exactement. Mais le truc, c'est que derrière, je pense qu'il y a vraiment eu une volonté de d'effacer ces 2 mois qui ouvraient sur quelque chose de complètement inouï. Or, ça n'a pas été possible. C'est-à-dire que, malgré tout, le souvenir est resté. C'est devenu important dans l'histoire révolutionnaire. Voir Lénine qui se fait enterrer avec le drapeau de la commune et des choses comme ça. C'est quand même, comment dire, dans l'histoire du communisme, alors que c'est pas encore, quoi. Mais même le drapeau rouge, etc. Le drapeau rouge, bien sûr. Il y a quelque chose qui a été ouvert avec l'histoire de la commune qui n'a pas pu être enterré. Après, il y a aussi les querelles d'héritage. Donc, est-ce que c'est une histoire communiste? Est-ce que c'est une histoire blanquiste? Est-ce que c'est une histoire républicaine? Est-ce que c'est une histoire anarchiste? Tous cela revendiquent. Parce que tu vas lire des anarchistes qui disent mais la commune, c'est purement anarchiste. Oui, c'est vrai. Et d'autres qui vont dire ah non, pardon, c'est les robespierristes, etc. C'est la suite de l'histoire de la République. Et d'autres qui vont dire non, c'est le début du communisme. Donc, démerde-toi avec ça. Avec en plus cette figure tellement bizarre, tellement inclassable de Blanqui, et qui est, elle, tellement brûlante, quoi. Mais ceci dit, Blanqui, il a quand même une avenue. Ah oui. Robespierre n'a pas de rue dans Paris. Blanqui, ce qui est fou, c'est-à-dire que Blanqui, qui était quand même beaucoup plus considéré comme un danger, je veux dire, il a passé la moitié de sa vie en prison, qui était presque l'ennemi public du 19e siècle des gouvernements français, il a son boulevard Auguste Blanqui. Dans le 13e, il y a un grand boulevard Blanqui, alors que Robespierre n'a même pas sa rue. Donc, qui est encore le plus difficile à accepter, c'est peut-être pas Blanqui, c'est peut-être encore Robespierre. Est-ce qu'il y a pas un truc que les ateliers sociaux peuvent être plus facilement récupérés par la bourgeoisie que ne peut l'être l'image de Robespierre? Je sais pas. Blanqui, quand même, tout son truc, c'était de faire des insurrections. C'est-à-dire de prendre les armes. Prendre les armes. Vraiment, il nous faut des armes. Oui, c'est ça, il nous faut des armes. Il nous faut des armes. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la personne qui a, je sais pas si on peut dire qu'il l'a théorisé, mais enfin, qu'il a affirmé encore et encore qu'il n'y aurait pas de révolution sans armes. Donc normalement, c'est supposé être plus effrayant que Robespierre, qui n'a même pas voulu sortir du cadre légal lorsqu'il a été arrêté et exécuté, alors qu'il y avait les sans-culottes qui l'attendaient, qui disaient « Mais t'as qu'à venir et puis on te sauve !» Non, je reste, sinon ce serait rompre le cadre de la Convention, etc. Merde, plus légaliste. Bref, comme je dirais Ilyes, lorsqu'il y a eu les 150 ans de la commune, Macron, il a même pas moufté sur la commune.
que Nora a dit non, c'est un épiphénomène, c'est pas la peine d'en parler. Ça veut dire qu'il y a eu une dégradation démocratique importante. C'est-à-dire que ça leur refait peur à nouveau. Ça leur refait très peur. Voilà, en ce moment, déjà qu'il a du mal à parler des gilets jaunes. Tu m'étonnes. Et dernière chose, avant de continuer à me balader, moi ça me fait penser à un autre truc, c'est comment il s'appelle le con de journaliste avec l'écharpe rouge. Barbier. Quand Macron est arrivé, il l'a comparé, voulant faire un éloge à Thiers. Oui. Ah oui, il avait dit, n'est-ce pas la réincarnation de Alors qu'en plus, Thiers, c'est un royaliste qui s'est déguisé en républicain parce qu'il s'est dit qu'en fait, il fallait renforcer l'exécutif contre le Parlement, mais qu'il fallait jouer de l'étiquette républicaine à droite, quoi, pour baiser les gauchistes, entre guillemets, on va dire, de l'époque, quoi. Parce qu'il y avait aussi des gauchistes, alors c'était pas on va dire, des gens d'extrême gauche ou même de gauche radicale, c'était aussi des petits bourgeois, quoi. Des petits bourgeois qui avaient des ambitions républicaines. En fait, Thiers, c'est un exemple, mais c'est une période de mue pour la bourgeoisie. Ça veut dire de fou, de fond. Elle abandonne, elle se rend compte que la République, ses codes et ce qu'elle a fait, enfin ce qu'elle a provoqué. Maintenant, c'est impossible de revenir en arrière et de faire comme ça, rien ne s'était passé. Donc on essaye de réinventer un imaginaire qui va essayer de coupler les apports de la République, mais en gardant une bifurcation très bourgeoise. C'est vrai. Je crois que c'est là où Rousseau est tombé en voulant éviter un chien. Et c'est le début des rêveries du promeneur solitaire. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, je vous dis le verbatim. Hein. J'étais sur les 6 heures à la descente de Ménilmontant, presque vis-à-vis du galant jardinier. Quand des personnes qui marchaient devant moi s'étant tout à coup brusquement écartées, je vis fondre sur moi un gros chien danois qui, s'élançant à toutes jambes devant un carrosse, n'eut même pas le temps de retenir sa course ou de se détourner quand il m'aperçut. Je jugeais que le seul moyen que j'avais d'éviter d'être jeté par terre est de faire un grand saut si juste que le chien passa sous moi tandis que je serais en l'air. Cette idée plus prompte que l'éclair et que je n'eus le temps ni de raisonner ni d'exécuter fut la dernière avant mon accident. Je ne sentis ni le coup ni la chute, ni rien de ce qui s'ensuivit jusqu'au moment où je revins à moi. Il était presque nuit quand je repris connaissance. Je me trouvais entre les bras de 3 ou 4 jeunes gens qui me racontèrent ce qui venait de m'arriver. Le chien danois, n'ayant pu retenir son élan, s'était précipité sur mes 2 jambes et, me choquant de sa masse et de sa vitesse, m'avait fait tomber la tête en avant. La mâchoire supérieure portant tout le poids de mon corps avait frappé sur un pavé très raboteux et la chute avait été d'autant plus violente qu'étant à la descente, ma tête avait donné plus bas que mes pieds. Donc, alors après, ça va être... il va vraiment flipper, Rousseau. Et puis ensuite, en fait, ce qui va se passer, c'est que, visiblement, on l'a cru mort. Et donc, en fait, il va raconter, mais c'est pas du tout ici, que quand il va ressortir après son établissement, il va se retrouver aux Tuileries, il va voir, quand je vis à étonnement de plusieurs de ceux qui me rencontraient, qu'il y avait encore à mon égard quelque autre nouvelle que j'ignorais. J'appris enfin que le bruit public était que j'étais mort de ma chute. Et ce bruit se répandit si rapidement et si opiniâtrement que plus de 15 jours après que j'en fus instruit, le roi même et la reine en parlèrent comme d'une chose sûre. Oui, les news ont carrément été données pour mort, quoi. Donné pour mort d'une chute en essayant d'éviter un chien. Pourquoi les rumeurs, ça a pas commencé avec Internet, hein. Le courrier d'Avignon, à ce qu'on eut soin de m'écrire, annonçant cette heureuse nouvelle, ne manqua pas d'anticiper à cette occasion sur le tribut d'outrage et d'indignité qu'on prépare à ma mémoire après ma mort en forme d'oraison funèbre. Cette nouvelle fut accompagnée des circonstances encore plus singulières que je n'appris que par hasard et dont je n'ai pu savoir aucun détail. Non, là, moi je l'adore Rousseau, mais il débloque. Hein. Oui. C'est qu'on avait ouvert en même temps une souscription pour l'impression des manuscrits que l'on trouverait chez moi. Je compris par là qu'on tenait prêt un recueil d'écrits fabriqués tout exprès pour me les attribuer après ma mort. Car de penser qu'on n'imprimera finalement aucun de ceux qu'on pourrait trouver en effet, c'est une bêtise qui ne pouvait entrer dans l'esprit d'un homme sensé, et dont 15 ans d'expérience ne m'ont que trop garanti. Il pense à ce moment-là, alors je sais pas comment il entend ça, là il est quand même dans un truc très sombre, qu'on est en train de... On va falsifier sa mémoire. Exactement, on va publier des faux Rousseau, au moment, maintenant qu'il est mort, la chute de chien. Donc ça se passe ici. Alors, le mec quand même. Hein. Ouais. Après, t'es en période révolutionnaire, t'as que des hops. Normal, tu deviennes des ennemis, pardon. Pas oui, il a plein d'ennemis. Donc du coup, tu deviens paro, quoi. En fait, non, il y a vraiment eu des ennemis, Rousseau. Donc, en fait, il y a une théorie, c'est que de tout temps, il y a eu des aquablimbos. mais moi, j'ai une question, parce que là, on est rue Julien Lacroix, et on m'a dit que c'était ici que s'était passé la semaine sanglante. Entre autres. Entre autres. Plusieurs, mais oui.
Non. Oui. Alors, ok, d'accord. Mais c'est quoi la semaine sanglante pour que les gens captent en vite? La semaine sanglante, c'est la dernière semaine de la commune. C'est-à-dire qu'en fait, la commune qui a commencé le 18 mars 1871, elle s'est finie le 28 mai 1871, après 72 jours. Et la dernière semaine, c'est le moment où l'armée qu'avait composé Thiers de mercenaires, l'armée de mercenaires versaillais est entrée dans Paris et a tué tout le monde. Oui, parce que l'armée de Bismarck, elle refusait de rentrer dans Paris. Elle voulait pas, Bismarck, il voulait que 0 homme prussien rentre dans la... Et tu peux être sûr que ça n'a pas été simple de trouver des Français pour aller les tuer. Parce que hormis en campagne où ils étaient un peu en réaction vis-à-vis de jacobinisme ou alors même de ce que tu racontais des blanquistes des villes, globalement, en campagne, ils étaient un peu pro-royalistes, quoi. Oui. On t'en trouve toujours, c'est-à-dire que c'est une armée achetée, t'en trouves en Europe, des machins, etc. Donc il a composé son armée avec une partie de volontaires et une grande partie d'achetés, qu'ils ont fait partir de Versailles, qui sont arrivés sur Paris après avoir bombardé bien ce qu'il faut, ils sont rentrés et là c'était en fait l'idée c'était de leur donner une leçon, une bonne saignée. Et en fait ce qui est horrible, une des choses qui est le plus horrible quand on pense à cette histoire terrible, c'est-à-dire quand même l'histoire où il y a des rues où en fait on jetait les enfants par bloc et on tuait tous les enfants comme ça. Vraiment il y a des histoires incroyables qui ont été racontées. C'est que ces trucs-là ont été applaudis par tous les grands écrivains de l'époque qui s'étaient tellement embourgeoisés qu'ils avaient rejoint Versailles. C'est-à-dire les George Sand. Ah ouais Après, ça m'étonne pas. Mais même Émile Zola. Émile Zola, il a applaudi la semaine sanglante. À la fin de leur vie, ils commencent à se dérégler un peu. Mais même, en fait, le fait de 1830, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les orléanistes, etc. En vrai, les romantiques, ça restait des fantasmes de la royauté, etc. Le Gustave Flaubert, ouais, pareil, romantique aussi. Qui a été ignoble à ce moment-là, et le plus décevant, Théophile Gautier. Mais ça s'explique aussi du fait que Théophile Gautier, à la différence de ses amis, parce qu'il a été l'ami des plus grands génies, c'est un génie lui-même de la langue, mais à la différence de tous ses amis géniaux, il a même jamais été révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il avait toujours vu d'un point de vue purement artistique. Esthétique, esthétique. C'est-à-dire que ça a été un génie pour théoriser le romantisme avec l'idée d'opposer la jungle au jardin versaillais. Et à la fin de sa vie, un de ses derniers textes qu'il écrit à Versailles, parce qu'il meurt très peu de temps après la semaine sanglante, c'est un texte où il dit « On s'est vraiment trompé », parce qu'il y a Versailles, il dit « Le vrai grand art français, c'est ça, c'est les... » Donc en fait, il renie alors que toute une vie d'écriture. Alors que Tchad Hugo, il est resté dans la commune, ennemi de Napoléon III, nanani nanana. Alors que lui, il a commencé en mode Napoléon Ier, ce grand maître qui est le mien. Voilà. Hugo est le seul qui a fait le chemin inverse. Ok. Ils ont tous. Hugo a démarré plus à droite que tous les autres. Voilà, il a terminé plus à gauche. Et lui aussi, pourtant, il a démarré plus à gauche. Oui. Il a participé avec Georges Sand, par exemple, à 1830 au gouvernement, etc. Quoi. Moi, c'est ça que je trouve fascinant parce que 1830, en fait, genre, c'est une révolution dont on vante beaucoup les mérites, mais à raison. Moi, je suis pas. Mais aussi, ça symbolise aussi le pouvoir de la bourgeoisie. Tout à fait. Représenté par la royauté de Louis-Philippe, mais genre assujetti à l'Assemblée où ils peuvent s'exprimer avec le pouvoir des notaires qui rentrent à l'Assemblée nationale, etc. Quoi. C'est quoi l'étape qui crée une bifurcation chez les romantiques? Il y a une étape historique particulière? Je ne sais pas. Il y a une hypothèse qui est aussi la déception de l'échec de 1848. Tu peux rappeler? 1848, il y a aussi une tentative de révolution. Ok. Une tentative de révolution. Même un peu partout en Europe. Toute l'Europe s'embrase un peu. Oui, un des peuples, ça vient de là. Et elle va être matée violemment. Et derrière... en fait, ce qui s'annonce comme une république va se transformer en Second Empire avec Napoléon III. Oui, en 51. Et Baudelaire va dire que c'est le coup d'état de Napoléon III il dit dépolitiquer. Après, Baudelaire va être dans une forme de dandysme à revendiquer des idées réactionnaires et tout ce que tu veux, etc. Mais c'est la fin de la vie de Baudelaire. Baudelaire, avant, avait été un archi-blanquiste. Il avait fait 1848 en hyper excité. Alors bon, après, avec ces trucs à lui, c'est-à-dire qu'il disait allons fusiller le général Opic. Le général Opic, c'est ton beau-père. Donc il voulait qu'on aille fusiller son beau-père, quoi. D'une pierre deux coups. Mais il avait participé à une
revue robespierriste. En fait, c'était un archi-révolutionnaire jusqu'à 48 et jusqu'à 51, où là, il y a une bascule qui se fait, et je pense qu'il y a une bascule qui se fait généralement en réalité, les gens vieillissent, leurs espoirs de jeunesse ont tourné vinaigre. Il est possible aussi qu'ils aient vu beaucoup de gens se corrompre, retourner leur veste, etc. Politiquement, typiquement, un mec comme Thiers a commencé pseudo à gauche. En France, on dirait qu'on a une spécificité d'avoir toujours ce genre de personnages, comme aujourd'hui on peut parler des Polonies ou des... Oui. Tu sais, des personnages qui commencent à gauche et puis après... Oui, je sais pas si Polony est le meilleur exemple. Je crois que Polony a jamais été complètement à gauche. Oui, c'est David Lynch, le Victor Hugo d'aujourd'hui. C'est lui qui a commencé à droite et qui a terminé très à gauche. Oui, c'est et porté par son génie poétique. C'est David Lynch, Victor Hugo. C'est vrai. Bon allez, let's go. Et on voit que les rues sont jonchées d'affiches de la LFI. On va voir la vue de tout là-haut, mais on va dire que le Belvédère, c'est un des coins fréquentés beaucoup par les jeunes, même les touristes en Erasmus ou les gens qui veulent faire des dates, quoi. Et il est bien ce parc, j'aime bien moi. J'y ai passé mes beaux jours. Je me posais là, je faisais la manche. Bah oui. Quand je suis un peu voûté, la manche, ça courbe le dos. Ils m'ont pas aidé, ensuite ils m'ont mis face à un micro. Après, la vérité, le 20e, c'est un des meilleurs arrondissements de Paris. C'est mi-bobo, mi-barbare, je sais pas comment dire. Il y a un bail populaire qui est pas parti, Oui, c'est encore un t'as plein de quartier populaire. diaspora. Et en même temps, bah voilà, quoi, t'as les petits bourgeois qu'on aime, quoi. Et puis c'est beaucoup bourgeoisie culturelle, non? Moi j'étais en train de me poser une question. Est-ce que si Pacôme il enlève ses lunettes et il se cache dans des buissons, on le voit? On va pas tester. Le camouflage du Pacôme. Bah oui. Et regardez, non, c'est magnifique, voilà, c'est magnifique. Bah oui, on va tout. À nous de Paris. Ah oui, donc faut regarder, attends, oui, Panthéon, C'est bon? Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, l'église Saint-Sulpice, là avec les deux trucs là. Bon, alors continuons. Là, de par là, on va retourner vers la Damar et voir un peu les petites rues. Bah, après, on peut aussi ensuite descendre à la rue de la Fontaine-au-Roi. Mais non, regarde, on le voit presque après. Ah oui, comme dans Fortnite, on le voit pas. T'as vu? Il est camouflé de... Fufu, il est fufu. Comme Timo dans le bush. Bon, en tout cas, moi je dois dire, je connais pas Paris, je découvre le quartier, comme vous, peut-être. C'est, je pense, l'un des plus beaux quartiers de Paris que j'ai vu, l'un des plus cool à vivre, je pense. Entre les parcs, entre les bars, c'est populaire, tu vois, j'aime bien. Ok. Je me sens bien. Bon, alors moi, ce qui m'intéressait avec le fait que Rousseau soit tombé à Ménilmontant, Oui. c'est qu'on peut dire il est tombé à un endroit. C'est comme s'il il avait marqué justement l'endroit de la commune. Ça a été inscrit. On est toujours dans les plis, dans les Voilà, plis. on est dans comment dire, la chute symbolique de Rousseau. C'est aussi la façon dont la commune va se relever. Mais alors, attends, le 20e et le 19e, j'ai l'impression que c'est quasiment le même C'est quartier. collé. Et le 1, c'est l'île centrale, c'est ça? C'est ça, Ok. c'est ça. Mais ça fait un escargot en gros. Et en gros, Ah oui, oui. Et faut savoir, passage de Plantin. Et pas de Pantin. Mais C'est faut moi. savoir aussi, il y avait beaucoup de diaspora à Belleville et Ménilmontant. Aussi parce que c'était de la main-d'œuvre exploitable et pas chère, mais qu'elle allait travailler dans les usines de Saint-Denis. Sur la rue de la Mare. Et voilà. Et est-ce que vous avez la ref? C'est moi qui les ai plantins! C'est moi qui les ai plantins! Quoi? Comment Nardine Mouk, Nardine Bébek! Nardine Bébek. Planté! C'est moi qui les ai plantins! Planté! Bien sûr! C'est une vidéo mythique de la vieille dame en colère là parce qu'on veut lui mettre des trucs dans son Des piquets. Des piquets dans son jardin. Oui, c'est à moi qui les ai plantés. Plantés! J'ai entendu. Et tu sais comment elle a fini? Voisin. Mais tu sais toi, non? Elle a été tuée par quelqu'un. Elle a été assassinée par je crois, une histoire Membre de sa d'héritage famille. dans la famille. Ouais, un membre de sa famille. J'aime trop les rues comme ça. Non mais ça c'est pas un pigeonnier. C'est une case à oiseaux. Une case, ouais, c'est pareil, une case c'est une maison. T'as cru que les pigeons ils rentraient par le trou, toi? T'imagines vivre là, ça doit être cool. Ça doit être incroyable. Un pigeonnier, il a ma dit. mère, mais sauf que ça coûte trop cher là. Si Bah, t'as pas 1,5 million attends. à lâcher, genre t'es fini. Sans doute, oui. Nardine Mouche, Nardine Bébek. C'est comme ça qu'elle fait. Alors, c'est peut-être très sérieuse. Oui. Nardine Mouche, Nardine Bébek. Attendez les gars, je vais faire un remake du Joker. Mix entre Edith Piaf et le Joker.
Et c'est dans le quartier que je tuais des gens. Voilà, c'est tout. C'est moi qui ai planté ton père. C'est moi qui ai planté ton père, Batman. Alors on a Vive la commune, on a une petite affiche. Oui. Vive la commune. Magnifique, magnifique. Il y avait beaucoup avant. Hein. Là, Et ça, c'est un mec de la garde nationale, du coup. Mais non, il est avec une perruque. C'est Louise Michel. C'est sans doute. Si, Mareuse, t'inquiète. Elle est pas très bien faite, mais je pense que mais non, mais Louise Michel. Elle a un passing de zinzin, c'est tout. Moi, je reconnais Ilyes, donc c'est Louise Michel. Je suis avec elle. On est en bleu sang. Bon, allez, let's go, on continue. Oui, ce lieu-là, c'est une espèce de... Ouais, j'imagine, c'est fermé. C'était le lieu de l'anarchiste, la Eliette Bess. Ok. Et il y a eu un film sur elle de Nadia Genet. Mais elle doit avoir 95 ans. Comment ils appellent ça? T'as vu? Lieu d'archives, d'études et de conspiration. En fait, c'est comme une bibliothèque anarchiste. Ok. Il faudra que vous m'expliquiez en tout cas qu'est-ce que veut dire l'expression il va falloir les choquer. Hors de nos luttes, en fait, il connaît pas l'expression, en fait, c'est vraiment un ennemi de la classe. On va vous choquer. On va beaucoup vous choquer. En fait, c'est comme si, tu vois, je t'aimais pas, je te croise dans la rue, je te dis, Pacoum, ça suffit, tu arrêtes. Tu sais, c'est comme dire à Finkielkraut, jette-toi dans le canal Finky. Et là, en fait, on l'a choqué. Bah oui, c'est ça l'idée. C'est le choquer. C'est drôlement utile. Quoi, ça fait des images drôles, quoi, c'est tout. Oui. La prise de conscience que Finkielkraut, après qu'un mec me dit jette-toi dans le canal Finky, on me l'explique pas, quoi. Choquer quelqu'un, c'est pas révolutionnaire. Oui, c'est pour le faire taire, quoi. Oui, c'est ça. Pour le faire taire. Oui, il faut le faire taire. Pour l'effrayer. En fait, c'est-à-dire le traumatiser tellement qu'il n'osera plus dire ce qu'il dit, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça produit, choquer. Ouais. Oui, c'est ça. C'est bizarre d'associer le mot choquer avec ça. Parce que quand t'es choqué, bon, t'es pas content, quoi, mais c'est pas énorme, quoi. T'es choqué. Justement, faut les choquer. On les aime pas, faut les choquer. Quand t'es choqué de quelque chose. C'est comme si tu croisais Éric Zemmour. Oui. Tu vas le choquer. Tu vas le choquer. Je dirais, t'es con, Rubempré, nanana, tu t'es pris pour lui, t'es nul. Tu lui fais un peu peur. Il est gay, ce Rubempré, nanana. Tu vois, tu l'as choqué. Mais après, c'est exactement ça. Ça, c'est pas mal. Tu vas voir Zemmour, tu fais. Franchement, t'es con, Rubempré, il est gay ce mec, c'est pour lui que tu te prends, mais tu vas terminer en prison, suicidé. C'est ça ton but dans la vie? C'est ça. T'es un peu con. De toute façon, c'est des débiles, ils disent ça sur Twitter, ils veulent faire peur aux gens avec des tweets, pas comme. D'accord. Voilà, c'est des débiles. Nous, on se moque d'eux, on les caricature justement en disant. Moi, je réfléchis, moi, j'essaie de comprendre. Mais ici, le chat, on est plus vers Belleville. Oui. Et là-haut, là, on a la Bellevilloise et la maroquinerie. Et la Bellevilloise, avant, c'était un centre de travail qui a été abandonné, qui est devenu un squat. Et après, qui a été racheté par un même mec qui a acheté plein de salles à Paname, et c'est devenu le lieu de concert qu'on connaît aujourd'hui. Ah, il n'existe plus, le lieu dit, c'est l'Arsenic maintenant. Ah, bah, c'était quoi que tu cherchais? Le lieu dit, c'était un resto où il y avait plein aussi de présentations de bouquins de gauche, quoi. Ok. Il y avait même eu des trucs de blast au lieu dit. Ok, d'accord. Mais pas seulement, tu avais plein de trucs, des bouquins de la fabrique et tout ça au lieu dit. C'était là-bas. Ah oui, des machins du Bernard et les présentations avec Eric Cazan, RIP. Curieusement, il a disparu. Par contre, il est toujours là l'entrepôt, parce que moi j'allais pas au lieu dit, j'allais à l'entrepôt. Et on va arriver. Et plus bas, il y a un café qui est, enfin même là, le bas de la rue, ça a été touché par. Alors il y en a qui disent que c'est la grosse Bertha, mais c'est pas la grosse Bertha. Mais pendant la Première Guerre mondiale, par le canon de Paris, qui était un canon qui se trouvait à 100 km de Paris, où les Allemands ont tiré des gros obus, quoi, et qui ont éclaté plein de cafés et des habitations qui étaient en bas de la rue de Belleville, quoi. On est à un endroit chouette ici, avec l'entrepôt. Mais oui, c'est un endroit. Mais tu vois, tu demandais un lieu pour faire la fête. Ici, c'est parfait. Genre, tu vas à un concert, tu descends, tu vas manger, tu vas boire un verre. Let's go. C'est vrai. Et là, on va voir la librairie. Let's go. The Bookshop. À tes souhaits. Si vous venez à Ménilmontant, allez au Mont-en-l'Air, cette librairie. Moi, j'y fais des trucs depuis 12 ans. Depuis 12 ans, en fait, avant, elle était ailleurs, mais il y a 12 ans, elle s'est installée ici. J'ai fait une centaine de soirées au Mont-en-l'Air. Présentation de livres, lectures, conférences, concerts. Mais le Mont-en-l'Air, tu as des livres de littérature, tu as des livres, des essais philosophiques et politiques. Tu as aussi des livres sur le rock, la musique, etc. Et il y a un énorme rayon bande dessinée et dessin. Énorme. Ok. Avec tout un tas de publications, underground, auto-éditées, etc. Ouais. Donc, le Mont-en-l'Air. Meilleure librairie de Paris,
à l'aise pour moi en tout cas. Et moi, ce qui me fume, Ma librairie. c'est qu'à côté, si Oui. vous cherchez un garagiste qui Oui. répare votre pneu et qui est de gauche et antiraciste, et bien voilà, Oui, ouais. vous avez juste ici. Le bicontinental. Le bicontinental, SO à toi ma gueule, t'as la meilleure devanture et la meilleure fermeture du truc. On dirait une asso de droit des sans-papiers. Clairement, genre, je sais pas si je vais me faire réparer ma voiture ou si je vais aider un ami qui est en galère avec la préfecture là. Genre Ouais. vraiment. Continuons Pacôme, notre petite Ok. balade. Alors maintenant, ce qui manque de avoir, c'est la fameuse plaque de la dernière barricade. Ok, C'est rue de la El Fontaine du Famoso. Roi, donc c'est beaucoup plus bas. Moi, Eh, moi, je propose qu'on finit dans... Vous cherchez quelque chose? Ça bicrave des essais politiques, des BD si vous voulez. Je bicrave ça. T'as pas du shit? Non, que des essais politiques. Eh, si tu me donnes pas ce que je veux, je te monte en l'air. Mais c'est moi qui vais te monter en l'air. Voilà, les amis de la commune, je crois, Oui. ils sont beaucoup dans le coin. Ils travaillent énormément à partir d'ici, l'association qui essaye de Mais bien créer une sûr. mémoire autour de la commune de Paris. Bien sûr, il y a- Allez checker leur travail. En fait, la commune, c'est Ménilmontant, Montmartre, Père-Lachaise, en gros, quoi. Ouais, et ça se connecte. quoi. Et ça se connecte. Quelqu'un a laissé son chapeau, Oh, fais voir. Mais c'est ton fan. mon fan. Il y a un mec qui était très discret et qui osait pas aller te voir et c'est ton fan. Mais c'est pas un fan. Le vieux monsieur. Pourquoi elle dit le fan? Je pense pas qu'il est fan, je pense juste qu'il a bugué à cause de la cam. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle n'avait pas peur, téméraire comme elle était, même en talons, elle était prête à courir des centaines de kilomètres. C'est lui qui va se mettre à Voilà, la courir. fougue, rien ne l'arrêtait. Oh, elle l'a retrouvé. Regardez. Oh là là. Oh, les SNET de zinzin. Tu sais que tu viens de gagner des points pour le paradis, Maros, là. Toutoulou-touloum. Toutoulou-touloum. Check, top là, moufette. Encore une bonne mission remplie. Et si j'étais dans l'islam et tout, j'aurais plein de AC net là. J'ai fait ma bonne action. Maintenant, je peux faire une mauvaise action. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu t'es fait mal à toi, là. Paco, J'adore. voilà. Et qui fait... Moi, je déteste ce qu'il fait. C'est grave de la merde ce qu'il fait, Paco. Il déteste. Et il fait une visite de Ménilmontant en rapport avec la commune de Paris et D'accord, et ça sera diffusé sur quelle Sur chaîne? la chaîne de Iliès. Ilias. OMG sur YouTube. OMG. Il déteste, Ouais, mais ok. bon, il se dit Le si ça peut ramener Pour les deux, stats. trois, Ouais. voilà, 2-3 spectateurs, on le prend. C'est que du cynisme. Hein. Que pour les vues, quoi. C'est ça, Ouais. exactement. On est collègues, Fun, pas tu amis. connais, frère, c'est YouTube, c'est la galère. Hein. Ouais. Tu peux partir du cadre vite fait, par contre. C'est merde. Non, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Pardon, Faco. La blague, elle a duré trop longtemps. Bonjour. Oh là là, ça fait des prières pour Pacôme dans la rue. Merci. Les gens, ne cherchez plus Jésus. Les évangélistes, là, tout ça. Non, 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 le retour. Filez de l'argent aussi sous la barrière de dons si vous voulez continuer à voir le retour de Jésus. Tous les jours, les évangélistes. Hein. Vas-y, exploite-moi tant que tu peux. Je suis un poule aux œufs d'or. On fait comme on peut, c'est la galère en ce moment, Zawa Prod, tu connais. Hein. Il y a vraiment à Paris une cité du labyrinthe. Invraisemblable, quoi. Labyrinthe de Pan. Non, le Minotaure. Ah oui, mais non. C'est moi le Minotaure. Ah oui. Voilà. Ok. Minoufette. C'est presque c'est un endroit où tu te perds, normalement. Mais non, frère, t'habites ici, c'est trop bien. Oh, Oh, c'est trop beau les briques rouges, le bâtiment là, incroyable, dinguerie, j'aime trop. Mais à Lille, il y a que ça. Mais oui, mais l'île, c'est de la merde, y a que des gens qui Mais boivent y a- des bières. Il y a que des briques rouges. Oui, mais là, c'est à Paris, ça a plus de Oh, gueule. j'aime trop, ça a Et puis- du charme. C'est juste des briques Et rouges. puis je connard. crois qu'il n'y a pas un bail lié au monde ouvrier, aux briques rouges dans Paris, où genre Mais les si, habitants connard, des c'est pour ça qu'il ouvriers. y en a autant à Mais non, Lille. mais c'est à Paris, pas à Lille. Mais à Lille aussi, c'est bien. Ouais, mais là, on est. L'émission, les gars, c'est sous les Parce que pavés Paris. les fabriques, les ateliers, etc. étaient... Mais parce qu'en fait, il y a une production, je crois, très intensive de la brique. Ok, Et, ok. et du coup, ouais, généralement, quand tu vois des bâtiments en briques, c'est des bâtiments Ici, c'est complètement industriels Ok. ou alors des bâtiments d'État, genre des écoles, des trucs comme ça, qui Ok. ont été construits à cette période, quoi. Ok. Merci, professeur Cassandre. De rien. Ouais. Attendez, j'imite Ilias. Oh, des briques rouges, j'adore. J'espère que quelqu'un il a pissé sur le mur. J'adore, je suis parisien, je n'ai pas l'habitude de sortir. Non, mais c'est bon, t'as gagné, vous faites, je suis un connard. Oh, il y a une truc à Clément Méric. Ah, Tu filmes Jungle Jack, c'est un détail de barrette. Libérer mes Georges. amis et Georges Camarades, Ibrahim Abdallah. on peut. et Georges Ibrahim Abdallah. Et là, du coup,
ici se trouvait le Saint-Sauveur, où tu as une grande soirée commémorative du coup pour la fermeture du bar, il y a à peine 3-4 mois, et qui était un repère à Antifa. Après, globalement, c'était quand même un bar avec des tables qui collent. Mais il y avait beaucoup de stickers de gauche. C'est un bar de gauche, quoi. Ah oui, c'est un bar de gauche. Bar de gauche. Oui. Bar qui colle. Jungle Jack, ça détaille des... Jungle Jack. C'est quoi Jungle Jack? C'est un rappeur du quartier. D'accord. Toi, t'aimes bien Jungle Jack? Ah, moi j'aime bien, ouais, franchement j'aime bien. Surtout le premier album. Rice Cooker. Le truc produit là, le deuxième aussi, il est cool. Là, le dernier par Hologram Low, je l'ai pas écouté. Oui, en vrai, les gens ont fait la blague, mais on aime bien Jungle Jack. Ça. Oui, t'inquiète, mon ref, nous aussi on aime bien manger et fumer. Oui. Et c'est peut-être ici, avant qu'on descende, que Cassandre va nous chanter sa chanson. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver ma flamme, toute mon âme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mariages allaient gaiement. Quand je revois ma vieille maison grise, où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Beaux jours passés, je vous revois, un rendez-vous, une musique, tout un roman d'amour poétique et pathétique, Ménilmontant. Voilà, j'arrête. Bravo, ça c'est de la graine de star. Allez, on avance. Incroyable. Ménilmontant, mais madame. Incroyable. Donc on va plus être très loin quand même, c'est incroyable ça. C'est plus long que je pensais, mais non, c'est ça, c'est après ça. On va arriver devant la plaque commémorative supposée indiquer le lieu de la dernière barricade, même si c'est quelque chose sur lequel personne ne s'entend. Ça se Nous trouvons là. Bon appétit, messieurs dames, bon appétit. Faut les choquer là. Hein. Donc faut pas que je te tape là. Faut les choquer. On rigole, oh là là. Alors, nous voilà devant un endroit qui est indiqué comme le lieu de la dernière barricade. Dans la rue de la Fontaine-au-Roi, résista la dernière barricade de la Commune de Paris, défendue par ses chefs Eugène Varlin, Théophile Ferré, je crois, et Jean-Baptiste Clément. Elle succomba vers midi le 28 mai 1871 au terme de la semaine sanglante. Et c'est là où ça devient compliqué cette histoire. 120 ans après, le Parti Socialiste et son premier secrétaire, Pierre Mauroy, rendent hommage au peuple de Paris qui voulut changer la vie. Changer la vie. Le truc grimbaldien. Attends, mais tout ça c'est compliqué. Hein. Et aux 30 000 fusillés du temps des cerises. Trop de choses à dire. Hein. D'abord, bon, évidemment, mainmise du Parti Socialiste sur l'événement de la Commune, c'est complètement fou. En même temps, ça raconte quelque chose d'un moment, on va dire, où la démocratie était en meilleure santé, puisqu'on a voulu s'approprier la Commune. C'est pas Macron qui dirait... On parlait du tabou tout à l'heure. Ouais. Le débat sur la réappropriation de la mémoire. Ah oui. Est tout aussi compliqué. Et compliqué parce qu'au moins il y a une appropriation et il n'y a pas une disparition. Donc c'est un espèce de moment, comment dire, c'est un hommage du vice à la vertu. Hein. Mais ce qui est curieux, c'est que donc ils ont placé ici le terme rimbaldien changer la vie. Rimbaldien venant de Rimbaud. Parce que il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je, etc., etc. C'est les mots que Rimbaud attribue à la Vierge folle concernant son époux infernal dans La Saison en enfer. C'est-à-dire qu'on estime rétrospectivement que ce passage à La Saison en enfer est une mise en scène de la relation entre Verlaine et Rimbaud. Okay. Et donc la Vierge folle, c'est Verlaine, parce que la Vierge folle est montrée comme très 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 catholique, inquiète, etc. Et l'époux infernal serait Rimbaud. Mais ça, c'est Rimbaud qui raconte. Et donc ce serait Verlaine qui se demande si Rimbaud a des secrets pour changer la vie. En fait, le truc qui est étrange, moi qui m'intéresse, je dis pas que c'est absurde. Moi, ça me fait plaisir de voir des mots rimbaldiens changer la vie.
même si c'est le fucking Parti Socialiste from hell qui a fait ça, quoi. Mais parce que Rimbaud a voulu rejoindre la Commune. Ça, c'est quelque chose de connu de l'histoire de Rimbaud, c'est que Rimbaud, par 3 fois, a essayé de venir à Paris, dont au moins une fois pendant la Commune, n'a pas pu atteindre la Commune, et a écrit des poèmes après la Commune, racontant l'après-Commune, quoi, et la façon Paris se repeuple, quoi, le Paris qui serait en bourgeoise, etc. Tout ça, ça fait partie des sujets poétiques de Rimbaud. Et Rimbaud, avec Verlaine, que ce soit à Londres et à Bruxelles, a vu des anciens communards exilés, parce que Verlaine avait gardé des contacts. Verlaine, en fait, a été actif pendant la Commune. Verlaine a beaucoup changé dans sa vie plein de fois. Il est passé de la gauche à la droite et du catholicisme à l'incroyance ou à ce que vous voulez, en zigzag. De toute façon, il était extrêmement instable, extrêmement alcoolisé et extrêmement malheureux. Mais dans sa jeunesse, il était dans un milieu communard. Jeunesse, il était marié. Sa femme, Mathilde, on l'a vu l'autre fois, là. On a vu leur maison. Dans l'épisode à Montmartre, où on s'est arrêté devant. J'arrivais pas à la reconnaître au départ. Je disais, qui c'est cette femme, etc. Et après, on a vu, mais c'est dans le chat, ils ont dit, mais c'est Mathilde, c'est la femme de Verlaine, idiot. Oui. C'est-à-dire que c'était parce qu'elle avait été l'élève de Louise Michel et tout ça. C'était un milieu, quoi, un milieu commune. Donc, quand Rimbaud a rencontré Verlaine, il s'est associé à ça. Donc, il y a bien un lien psychique, spirituel très fort entre Rimbaud et la Commune. C'est évident. C'est-à-dire s'il y a un événement qui était un événement majeur pour quelqu'un comme Rimbaud, c'était la Commune. Donc, c'est pas bête, si vous voulez. Et puis il y a le truc aussi de renouer avec l'idéal romantique de la Révolution qui arrive et que lui, il n'arrive pas à l'atteindre. Bon, après, laisse-moi avoir une interprétation un peu plus terre-à-terre et peut-être un peu plus pessimiste que de Rimbaud. C'est que changer la vie, c'est aussi un terme du Parti Socialiste. Tu dis changer la vie, t'as rien dit derrière. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire mettre en place une société communiste, socialiste, etc. Et d'ailleurs, en 91, le PS est réduit à dire continuez de voter pour nous, on va changer votre vie et on est au moins mieux que les autres, quoi. Donc je pense aussi qu'il y a une projection de dépolitisation derrière ce changer la vie. En fait, il y a une mainmise sur une expression poétique pour en faire tout autre chose. Moi, je me souviens que très souvent, après-guerre, André Breton disait « transformer le monde et changer la vie, ce sont les deux pôles autour duquel nous tournons, nous les surréalistes. Transformer le monde, c'est le mot de Marx, changer la vie, c'est le mot de Rimbaud. Donc, quand ils mettent changer la vie, c'est aussi leur manière de dire « on va pas transformer le monde ». Oui, exactement. Bah oui. En fait, ces salopards essayent de faire passer Rimbaud pour un mec cherchant quelque chose de sociétal. Oui, exactement. Voilà. Oui, c'est ça. Quelque chose qui ne touche que la surface. La Commune elle-même, en fait, surtout. Et même faisant de la Commune quelque chose qui n'est pas pré-communiste en faisant ça. Oui. Donc c'est vrai que tout ça est... Ben alors après, les trois figures. Varlin, c'est l'ouvrier qui est devenu un député de la Commune. Oui. D'accord. Oui. Donc ça c'est vraiment, c'est le moment où le peuple entre vraiment en scène. Ferré, c'est un blanquiste. Okay. C'est un avoué, je crois. Okay. C'est un archi-conspirateur blanquiste. Et Jean-Baptiste Clément, c'est celui des temps des cerises qui mettent en dessous, là. C'est le chansonnier. Donc c'est un choix très particulier qu'ils font. Mais elle a son importance, cette plaque, parce qu'elle dit à la fois ce que c'est et ce que c'est pas. Elle est un enjeu de de pouvoir. Un peu de la puissance poétique et politique. Une phrase qui aurait une grande valeur au final. Quand même. Oui. Et donc ça le fait pas perdre totalement non plus. On peut réinvestir cette plaque contre le Parti Socialiste. Mais ils sont quand même. Quand on prendra le pouvoir, ils ont quand même tenu à dire c'est nous qui avons. On va faire un peu de. 2027, faites Bellec, c'est pas pareil. Et donc ça veut dire que ici, le veut la légende. Oui, c'est là. Tenu la dernière barricade. Oui, c'est vrai. Oui, c'est là où la Commune c'est achevé. Une belle. On a fait la balade. Check mon ref. Voilà, high five. Yes. Bravo. Merci Paco, encore une fois. Franchement, j'ai trop kiffé. Merci Cassandre et merci Moufette. C'était trop bien. Oui, c'était trop cool. Merci Cassandre, merci Moufette, merci Paco, Elias. C'était un grand plaisir. Oui.
prochaine balade, le 16e arrondissement. Ah ouais? Ah, je suis trop Ça me chaud. fait tellement rire. On pourrait, serait drôle, hein. Franchement, je kifferais de fou Et là, malade. tu pourrais faire des blagues devant des restos Oui, étoilés. c'est les emmerder. Parce qu'en vrai, ils avaient l'air emmerder. gentils à la Mélia, je suis un Oui. connard un peu. Mais oui, et moi juste merci à ma pote Rachel qui m'a aidé à préparer. Et allez checker aussi l'association des amis de la commune, du coup aussi, qui font un travail de mémoire et de veille de zinzin sur justement l'histoire de la commune à Paris. Et merci le chat, parce que c'est grâce au Tipeee qu'on a un caméraman de zinzin, Oui. qu'on a du matos de zinzin. Oui. C'est parce que vous financez Zawa Prod que Merci cette émission Samos, existe. Merci Vincent. Voilà, c'est ça. Et voilà, à la prochaine du coup. Allez, salut les gens, au revoir. Ciao. Ouais, Bisous. Ouais, vive Paris, ouais.